Et c'est le grand débat du jour. Le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves sonne l'alarme concernant la crise des vocations à l'école. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, vous avez un vrai problème de remplacement des professeurs absents. Vous avez un problème de vocation. L'école publique est en crise et les professeurs ont perdu la foi et ont perdu la vocation. Cette crise de l'école à laquelle il faut s'attaquer, rien n'a été fait. On est uniquement dans les déclarations d'intention. Aujourd'hui, lorsque vous êtes professeur, vous êtes quasiment éducateur social, psy, et vous devez assurer la police dans les classes, etc. Donc c'est compliqué pour un professeur de faire ce type de métier. Une crise des vocations donc à l'école pour la rentrée 2024, un problème majeur dans le système éducatif qui nécessite une réponse urgente au moment où la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, reconnaît que certaines académies sont en difficulté de recrutement comme à Versailles ou à Créteil. La France rémunère mal ses professeurs et les élèves ont de plus en plus de problèmes de concentration et d'éducation. Frédéric. Chers auditeurs de Sud Radio, vous répondez à la question du débat. Hashtag recrutement, hashtag enseignement. Est-il encore possible d'enseigner sereinement dans les écoles? Allez, parlons vrai. Seriez-vous prêt à suivre une formation pour intégrer l'éducation nationale? Quel type de professeur seriez-vous? Le contact avec les élèves vous impressionne-t-il? Il y a déjà des réponses? Ah oui, ça vote. Alors vous dites que non, c'est pas possible d'enseigner sereinement dans les écoles, hein, chers auditeurs, à 88%. On a un petit oui donc à 12%. Et nous avons notre invité, n'est-ce pas Frédéric, pour en parler? Sophie Vénétité, qu'on salue de nouveau, secrétaire générale du syndicat SNEF FSU. De nouveau, bonsoir Sophie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Sud Bienvenue. Radio. Alors le principe, un petit tour de table de nos vraies voix qui vont vous donner leur point de vue et vous allez bien sûr nous éclairer. Oui, alors justement Philippe Bilger, il y a aussi les annonces d'Emmanuel Macron qui veut faire une réforme de l'accès en fait au métier d'enseignant. Oui, alors en ce qui me concerne, je trouve que on ne sent plus assez de la part du monde enseignant la fierté de ce grand métier. Je pourrais le dire de la magistrature de la même manière. J'entends bien qu'il y a des crises et sur lesquelles médiatiquement et politiquement peut-être on insiste trop. On a parfois l'impression que le monde de l'éducation est parcouru en permanence et à tout instant et partout par des crises infiniment graves de violence, de délitement de l'autorité. Je crois tout de même qu'il existe encore des zones où l'éducation nationale peut être exercée de manière sereine et correcte. Mais la question qui pourrait être posée, c'est de savoir pourquoi, sachant que c'est un très grand métier d'enseigner, pourquoi, lorsque les enseignants en parlent, ils ont si peu dans leur verbe et dans leur enthousiasme la conscience, en effet, que c'est un grand métier. Ils vous diront qu'il y a des difficultés, mais ça n'est pas tout. On garde d'abord l'espérance de démontrer aux citoyens qu'on exerce quelque chose de fondamental, un magnifique service. Franchement, vous êtes un peu gonflé, Philippe Bilger. Honnêtement, vous retournez véritablement la charge. Vous faites partie des gens, et je vous adore, mais vous faites partie de ces gens qui passent depuis des années leur temps à taper sur les enseignants. Je me souviens, pendant le Covid, on s'est engueulé comme du poisson pourri, vous et moi, pendant le Covid, parce que vous expliquiez qu'en gros, les enseignants étaient un peu des feignasses. Ça arrive trop et souvent, qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui en profitaient pour tirer au flanc pendant le Covid, plutôt que de... Moi, je trouve qu'il y a une partie de la société française qui parle très mal des enseignants. Et je trouve que la fierté dont vous parlez, elle n'a absolument pas disparu. Mais quand vous êtes un professeur, que vous vivez Samuel Paty, quand vous vivez des salaires de merde, je le dis en espagnol ou en italien, que vous êtes payé au lance-pierre, que vous avez une administration, je sais que c'est votre idole, Gabriel Attal, avant c'était Blanquer. Non mais des gens vous qui lui passent faites leur... sa peau quand même. Mais c'est pas ça, Philippe. Mais des gens, excusez-moi Philippe, des gens qui passent leur vie en ordre, contre-ordre, désordre. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils en sont, si vous voulez, à réformer leur propre réforme. Quand vous avez cette invisibilisation de ce qu'est le professeur, je trouve, moi, que les enseignants, et c'est pas du tout, je fais pas un discours électoral, et ben, ils ont bien du courage de continuer à parler et continuer à enseigner. Abel Boyer, justement, dans ces réformes, il y en a une notamment dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le concours d'accès au métier d'enseignant qui va être déplacé à la fin de la licence. Du coup, c'est Bac+5 en ce moment. Et
et ça sera à bac+3, c'est-à-dire que après ce seront des alternants en fait, des professeurs stagiaires qui seront rémunérés d'ailleurs 900 € par mois pendant un an et 1800 € l'année qui suit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout ça, ça participe à la désacralisation en fait de ce rôle du métier même de professeur, qui est un des métiers les plus beaux du monde. Mais j'aimerais, pour compléter ma réponse, donner un fait concret, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles. Vous savez, Frédéric, que j'aime beaucoup les citations. Première citation pour étayer mon propos, Victor Hugo: l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Aujourd'hui, les profs se retrouvent à faire et l'instruction et l'éducation. Et moi, j'en veux pour preuve, il y a quelques semaines, j'interviens dans une classe de CE1, donc une classe de 35 élèves, où quand même des mômes, il y avait une situation où des mômes avaient cassé le poignet de leur professeur quand même, en CE1. Ou parce qu'il y avait des mômes qui menaçaient de se suicider, la classe qui était au premier étage a été déplacée au rez-de-chaussée, a été changée avec la classe qui était au rez-de-chaussée. C'est aussi ça la réalité. Et l'autre expérience que j'ai eue, c'est lorsque quand vous êtes à l'entrée du portail d'un bâtiment et que vous faites la rentrée et la sortie des parents. Le nombre de comportements que vous voyez, pourtant c'est juste un lieu de passage, mais ce que vous voyez, c'est extraordinaire. Vous pouvez déjà voir des failles éducatives à la manière dont un père ou une mère récupère son enfant, à la manière dont il lui dit au revoir, dont il lui dit bonjour. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un rapport qui est plus ou moins conflictuel, selon les territoires, bien entendu, avec les différentes académies. Et c'est un métier qui n'est pas assez soutenu, malheureusement. Bon, les vraies voix. Vous venez de donner votre point de vue, qui est pas forcément d'ailleurs en adéquation les uns avec les autres, on l'a bien compris. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SNES FSU, vous allez trancher. Alors vous vivez ce fabuleux métier. Finalement, de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est la reconnaissance de la profession, c'est le salaire, c'est la relation avec les élèves, c'est la relation avec les parents? Je dirais que ce qui est le plus dur aujourd'hui quand on est enseignant, c'est l'isolement, c'est le fait d'être seul face à tous les défis auxquels on est confronté, et l'absence de reconnaissance, notamment de reconnaissance salariale. Enfin, aujourd'hui, il faut bien voir, quand on est enseignant, on se retrouve à devoir tout gérer et on est très seul, c'est-à-dire que on est parfois pas soutenu par les rectorats, voire par le ministère. On se retrouve par les directeurs des écoles aussi, non? Parfois aussi par la hiérarchie directe, mais c'est vrai que là-dessus les choses ont un peu changé, parce que eux aussi se sont retrouvés dans des décisions, à devoir appliquer parfois des choses du jour au lendemain qui étaient assez incompréhensibles. Et en fait, moi j'ai coutume de dire qu'on est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, parce qu'on est toujours en train d'essayer de bricoler tous les jours pour essayer de faire tourner, de faire marcher l'éducation nationale au quotidien. Et on se retrouve face à des choses qui sont assez surréalistes quand on va devoir l'année prochaine, comme on sait qu'on va devoir manquer d'enseignants. Alors la ministre a dit on va recruter des contractuels, donc on va encore recruter. Ce que ça veut dire qu'on va encore recruter en job dating en 30 minutes. C'est ce que fait l'éducation nationale depuis 2-3 ans. Elle fait du job dating en 30 minutes. C'est absolument scandaleux. Il y a des collègues qui arrivent, qui sont absolument pas formés, et nous on se retrouve à les aider bien volontiers, parce qu'on est dans la même galère. Mais est-ce que c'est notre rôle d'aller après faire la formation de ces collègues-là? On le fait parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ces collègues-là puissent ne pas être trop en difficulté, même si de fait ils le sont, mais on bricole. Là, la ministre a dit on va recruter des retraités pour faire les groupes de niveau l'année prochaine. Enfin, est-ce que c'est sérieux à un moment de faire ça? Il faudrait vraiment plutôt traiter la question des salaires et des conditions de travail. Alors effectivement, l'image est belle avec le bricolage. Avant d'aller au Oui, vous pouvez nous appeler, évidemment, 0826 300 300, vous réagissez, on est là pour vous entendre et pour vous écouter. Simon nous appelle. Simon, de Perpignan. Oui. Simon, une réaction à notre question. Ça vous aurait dit, finalement, une carrière dans l'enseignement? Non, pas vraiment, parce que j'avais pas la vocation pour ça. Mais bon, après, j'ai tout à fait le respect des enseignants, d'autant plus des enseignants que j'ai connus, qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Après, le monde du bricolage, c'est pas uniquement l'éducation nationale, c'est tout ce qui est régalien, justice, police. Les retraités, c'est pareil dans ce milieu-là. Je pense que c'est un mal qui se trouve un peu partout dans l'administration. Après, l'éducation nationale, bien sûr que
il y a un problème de vocation, mais il y a surtout un problème d'autorité, puisque les professeurs n'ont plus l'autorité nécessaire, ils ne sont pas soutenus, ça je l'entends ça mal et c'est valable ailleurs. Voilà, et le gouvernement ne soutient absolument rien, fait simplement des évocations orales grandiloquentes qui vont dans le sens de ce qu'on aimerait qu'il soit fait, mais qui ne font rien. Donc voilà la difficulté. Et après, c'est un phénomène d'échelle. Les hiérarchies intermédiaires suivent exactement la même politique. Donc c'est difficile. Et après, on a aussi la diversité qu'il y a dans certaines régions, puisque on parlait effectivement de disparité géographique. Quand on a effectivement des gens qui viennent d'une culture différente, donc qui n'acceptent pas certaines choses, les parents et les élèves. Voilà, donc c'est difficile de pouvoir maintenir un programme, de pouvoir parler librement, de pouvoir exposer des faits historiques qui sont tout à fait véridiques, où on veut toujours les juger actuellement. Donc c'est une erreur. L'histoire, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir l'éduquer pour pouvoir comprendre le présent et peut-être l'avenir. Philippe Bilger, selon le rapport PISA de 2023, quand même c'est important à dire, la France arrive en tête des pays de l'OCDE où le nombre d'élèves touchés par le manque d'enseignants a le plus augmenté. Donc il y a quand même un grave problème. Bien sûr, mais c'est une interrogation que je formule à l'égard de Madame la secrétaire générale. J'ai le triste privilège de l'âge et je peux dire que depuis à peu près 60 ans, je n'ai jamais entendu un syndicat enseignant dire que ça allait bien. Je n'ai entendu depuis 60 ans qu'un monde de l'éducation qui se plaignait, qui dénonçait, qui considérait que ça n'allait pas. Alors je lui pose la question, est-ce que ce pessimisme structurel n'est pas le signe d'une forme de découragement permanent et qui ne permet pas de progresser? Sophie Vénétité. Alors, je vous rassure, on est capable de reconnaître quand les choses avancent, quand il y a des décisions qui sont prises et qui vont dans le bon sens. On a fini par arracher, il y a quelques mois, le fait que les épreuves du baccalauréat aient finalement bien lieu au mois de juin et pas au mois de mars, parce qu'on avait vu l'année dernière tous les problèmes qui étaient posés, notamment des élèves qui arrêtaient complètement de travailler au 3e trimestre. On a finalement obtenu que ces épreuves se passent au mois de juin et on est capable de le dire et de le reconnaître. Après, c'est vrai que ce qui est frappant, moi je n'enseigne pas depuis 70 ans, j'enseigne depuis 15 ans, mais ce que je constate, c'est que depuis au moins 15 ans, à chaque fois qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'organisation syndicale, on peut tirer la sonnette d'alarme sur quelque chose, notre parole, la parole des enseignants, la parole des syndicats est complètement, et ça arrive bien souvent, balayée d'un revers de la main. Là, par exemple, on dit il y a un problème de recrutement, on n'a pas assez de professeurs, on a trop d'élèves dans les classes. La France a le record d'Europe des classes les plus chargées en collège. Et ben, qu'est-ce qu'on nous répond? On nous répond Jean-Michel Blanquer nous dit ah oui, vous êtes des ventilateurs à angoisse. On nous dit non, c'est pas vrai, ou alors on nous parle d'autre chose. Donc, à un moment, quand la réalité que vous vivez au quotidien, c'est des classes surchargées, des classes à 30, 35, voire plus, que vous n'arrivez pas à faire votre métier parce que vraiment le quotidien est extrêmement difficile et que les différents ministres qui se sont succédés vous disent « Ah, c'est pas vrai » ou alors « Je vais vous parler de la couleur du ciel », bah, effectivement, c'est assez décourageant, c'est assez plombant et ça donne pas une atmosphère qui est propice finalement à avancer, tout simplement parce qu'on est méprisé. Et ça, c'est pas normal qu'aujourd'hui, l'éducation nationale et le monde de l'éducation soient ainsi méprisés. Françoise de Gois. Je redis à mon ami Philippe Bilger que c'est vraiment de la mauvaise foi à l'état pur, parce que en plus, j'aimerais... Non, mais je sais très bien qu'est-ce qu'il y a derrière les réflexions de Philippe, c'est que la droite française et l'extrême droite, évidemment, a fortiori, considèrent en gros que l'éducation nationale, c'est un repère de gauchistes qui passent leur vie à se plaindre. Et moi, je suis désolé de vous le dire, je vais dans le sens de ce que dit madame, parce que la réalité, c'est que chaque fois que les profs, et la gauche a fait pareil avec Claude Allègre, hein, je vous signale, il fallait dégraisser le mammouth, c'est honteux, je veux dire, ces gouvernements qui se sont succédés n'ont pas donné les moyens. Moi j'entends ce que dit Simon et il a tout à fait raison, ces fonctions-là, il faudrait qu'elles soient préservées, il faudrait que les enseignants soient revalorisés d'office, les magistrats, les policiers et la pénitentiaire d'office, c'est ces fonctions-là qui tiennent la société et il faudrait aider les profs depuis des années, demandent des psychologues, les profs depuis des années demandent des
médecins, bien sûr qu'ils donnent le sentiment de se plaindre, mais ils ont des raisons quand vous voyez dans quelles conditions dans certains établissements ils travaillent. Et le deuxième point, mais ça c'est une vraie question, j'en ai marre aussi de cette légende urbaine qui consiste à dire que en réalité, en gros, c'est les élèves issus d'immigration qui mettraient l'éducation à feu et à sang. J'aimerais bien qu'on en termine avec ce fantasme-là, parce que ce qu'a dit Simon tout à l'heure, en gros, c'est ils ont pas la même culture que nous, ils peuvent pas s'adapter. C'est vraiment un peu dégueulasse pour la grande majorité des mômes issus de la diversité qui s'adaptent parfaitement bien, qui sont diplômés et qui bien souvent vont faire des études à l'étranger tellement ils se sentent mal dans les universités françaises. Oui, la qualité de l'élève ne dépend pas de son origine, évidemment. Ce discours qui consiste à apaiser ça, au doigt mouillé, parce qu'on dit, on affirme ça comme une vérité, sans chiffres, sans rien, ça m'insupporte. Au-delà de ça, mais qu'elle réponde justement, Sophie Vénétité, vous venez d'entendre, alors il y a cette confrontation entre le monde politique et votre corporation. Est-ce que vous pourriez pas aussi nous dépeindre le tableau de ceux que vous rencontrez au quotidien, les parents, les élèves, parce que ça semble quand même pas si simple non plus. Bien évidemment, le quotidien est pas simple, la société change, l'école doit être confrontée à de nombreux défis, alors même que nos conditions d'exercice sont pas faciles. Mais après, c'est vrai qu'on sent vraiment que le fait qu'il n'y ait pas un vaste soutien de l'éducation nationale de la part de tout le monde est parfois un problème. Et on essaye de nous donner des solutions un peu toutes faites. On a beaucoup entendu Gabriel Attal parler d'autorité. Moi, je rappelle quand même quelque chose. L'autorité, ça se décrète pas. L'autorité, c'est pas parce qu'on fait 1m80 et qu'on a une grosse voix que on a de l'autorité. Sinon, moi qui fais 1m58, j'en aurais pas. Or, pourtant, ça se passe très bien dans mes classes. L'autorité, ça se construit en se faisant confiance, en ayant des élèves qui comprennent pourquoi, à certains moments, on est capable de prendre telle ou telle décision et pourquoi, effectivement, des fois, il y a des sanctions, des fois, on avance différemment, etc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de construire ces relations-là, parce que on n'a pas le temps, parce que la classe elle est surchargée, parce qu'on a 10 000 choses à gérer, parce que quand vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver un médecin scolaire, une infirmière scolaire, il faut faire attention parce que la fenêtre est en train de tomber sur la tête d'un élève. Donc oui, les relations elles sont pas forcément très simples, mais on manque en fait d'appui et de collectif pour gérer tout ça. Aujourd'hui, pour gérer les élèves, pour avancer avec les élèves et les familles, on aurait besoin de travailler en équipe. Sauf quand vous n'avez pas d'infirmière, vous n'avez pas de psychologue de l'éducation nationale, que moi j'enseigne en lycée, que vous avez la moitié de votre équipe dans votre classe qui est pas remplacée, effectivement, c'est plus compliqué que si on était capable d'être ensemble face aux familles et aux élèves. Abel Boïs, ce qu'on entend, c'est que finalement, c'est même presque un problème de solidarité. Bien entendu, mais l'éducation nationale fait partie de ces mammouths malades de la société. En réalité, le corps professoral reste le dernier rempart humain pour la réussite à la transmission des savoirs. Ce qu'il est très important aussi de voir, c'est qu'en plus du manque de soutien, le manque d'attractivité, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne cette grosse usine, parce que l'éducation nationale fonctionne comme une usine, il y a besoin d'un changement de logiciel vraiment profond, on n'a pas pris en compte pendant des décennies que tous les enfants n'avaient pas la même intelligence. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des enfants qui ont une intelligence théorique, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester 8-10 heures assis sur une table et apprendre. Et vous avez des enfants qui ont une intelligence pratique, qui ont besoin d'activités. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je préconise plutôt une indépendance des établissements scolaires dès l'école primaire, ou même si vous avez un canevas programmatique de l'éducation nationale, qu'on puisse laisser un petit peu la folie dans le bon sens, l'originalité du chef d'établissement, des professeurs pour pouvoir transmettre ces savoirs, justement. Et aujourd'hui, on le voit quand vous avez un ou une chef d'établissement, quand vous avez un professeur qui essaie des fois de faire venir des associations, qui essaie de faire venir des acteurs sociaux pour enrichir le cursus scolaire de l'établissement, des fois il y a des barrières parce qu'il faut l'agrément éducation nationale, sinon on estime que vous n'êtes pas assez bon. Des fois vous essayez de mettre des activités, c'est votre hiérarchie qui vous met un stop, donc ce n'est pas évident. Je pense que vraiment faut laisser l'originalité humaine vraiment se manifester, et cette originalité ne pourra être manifestée que par le corps professoral à qui il faut faire plus confiance. Merci à tous les trois et merci à vous Sophie Vénétité. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat SNEF FSU. Vous revenez quand vous voulez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Et bon courage, du coup, alors.